Donc, avant d'ouvrir notre séance du conseil municipal, je demande, c'est Eliane qui veut bien vouloir faire l'appel. Merci. Bonsoir. Bayon-de-Noyer, Yves. Marie-Hélène Biel. Laurent Bresson. Je sais pas de... donner un pouvoir, mais Stéphane est appelé. Stéphane Mathieu qui arrive. Donc on va attendre Stéphane. Hélène Mérigot. Stéphane Mathieu. Présent. Gomez Eliane, présente. Christian Royer. Présent. David Mathieu Christiane donne un pouvoir à Monsieur Bayon. Gay Patrick. Présent. Louis Olivier. Ben, on va attendre. Il avait dit qu'il ne serait pas là. Patrick. Pouvoir à Patrick. Claire Jean-François. Pardon, Leclerc Jean-François. Tavernari Roland. Fortuné Françoise, représentée par Marie-Hélène Biel. Nicolas Jacques. Présent. Blanès Thierry. Présent. Villon Patrick. Présent. Vedel Chantal. Présent. Lecomte Florence. Présent. Gomez Lionel. Andrzejewski Florence. Pereira Elisabeth. Rémy Laurent. Sylvie Bourdelin. Schneider Estelle, représentée par Marine Bouillin. Bouillin Marine. Ripoll Bruno. Agoguet Fernaillon Véronique. El Amlili Neza. Claire Pierre, représentée par Namam Agoguet Fernaillon. Très bien, merci. Donc juste avant que nous démarrions, je voulais vous dire que ce week-end, nous avons eu la fête de la biodiversité qui a fêté son 10e anniversaire et que, bon, d'une part, c'était très bien organisé et deuxièmement, nous avons pu assister et participer à 2 conférences d'un excellent niveau réalisées par des chercheurs, dont un taurois, donc Yves Lecomte, qui est chercheur, directeur de département à l'INRA. Voilà. Donc c'était d'un très bon niveau scientifique, je tiens à le dire, et il y a eu une très forte participation, puisque la salle polyvalente était trop petite et qu'on a refusé du monde. Voilà. Je tenais à le souligner en démarrant. Le premier point, c'est l'adoption du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 17 octobre dernier. Avez-vous des commentaires ? Est-ce qu'on peut le soumettre à votre approbation ? Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc, 3 abstentions. Donc, approuvé à la majorité. Avant de démarrer les rapports, donc le dossier communication des décisions du maire, qui sont au nombre de 10 décisions prises depuis le mois dernier. Y a-t-il des questions ? Oui, Madame Agoguet, je vous en prie. Oui, lors d'un précédent conseil, vous nous aviez informé que la réfection du toit du bâtiment, ça concerne la décision 101 sur la mission de maîtrise d'œuvre pour la réfection de la couverture du centre technique municipal. Donc, lors d'un précédent conseil, vous nous avez informé que la réfection du toit de ce bâtiment n'était pas opportune, puisqu'il était destiné à être démoli au profit d'une opération immobilière ou quelque chose comme ça, il me semble. Aujourd'hui, vous avez pris donc la décision de refaire cette toiture. Alors, on va répéter ce qu'on a dit à l'époque, c'est qu'on a déjà évoqué le problème, à savoir que cette rénovation aurait pu ne rien coûter à la commune si elle avait été recouverte de photovoltaïque, elle se serait autofinancée. Voilà. Un projet que vous aviez annulé dès votre arrivée en 2014. Et on voulait savoir également, est-ce que ça suppose que le projet pour ce bâtiment, enfin sa destruction, a été abandonné ? Enfin, pourquoi aujourd'hui revenir sur une décision ? Alors, il y a la réponse dans votre question. Si nous avions souhaité faire une réfection avec un investisseur pour le photovoltaïque, la commune devait s'engager sur une durée de 30 ans.
car aujourd'hui, les investissements en matière de photovoltaïque sont pour une durée de 30 ans. Or, nous savons pertinemment que notre centre technique ne restera pas 30 ans. Donc, il aurait été impossible de prendre ce type d'engagement. Parallèlement, cette toiture connaissant la présence d'amiante, il y a nécessité à réaliser, je dirais, une réflexion de façon à éviter les risques éventuels d'amiante pour les agents travaillant sous ce toit. Donc voilà, donc d'un côté, impossibilité de faire du photovoltaïque, et ce qui aurait pu être tout à fait intéressant, pour les raisons que je viens de vous expliquer, mais nécessité de faire une réflexion. D'autres questions? Oui, Monsieur Ripoll. Oui, bonsoir. Concernant la décision 2017-098, l'accord cadre à bon de commande pour les travaux de voirie jusqu'à 2020, quels seront les premiers chantiers qui sont programmés sur l'année à venir? Quels chemins sont concernés, proprement dit? Alors, ceci sera vu plus particulièrement au moment du budget 2018, mais bon, on peut citer le chemin de Montclar, par exemple, qui a une nécessité à être revu, mais cette enveloppe, je dirais, donne la possibilité de, entre guillemets, de droit de tirage, puisque les prix sont connus et sans surprise, sur les chemins que nous souhaiterons affecter, mais ça sera vu au moment du budget 2018 en janvier. Pardon. On peut peut-être citer quelques-uns. On a le chemin nouveau, sur lequel il y a des gros problèmes d'eau. On a le lotissement du Pouvarel, l'ancien lotissement du Pouvarel qui va être repris. On a, c'est les chantiers les plus importants. On a une partie aussi qui est liée au chantier des Mourguettes, et une partie qui sera traitée un peu comme ça. Pour les plus pressés et les plus importants, c'est ceux-là. Voilà. Très bien. Oui. Deuxième question. Oui. Concernant la décision 2017-099, la mise à disposition de locaux scolaires pour une réunion d'information du syndicat SNU 84, cette mise à disposition est-elle effectuée à titre gracieux ou à titre payant? Oui. Je m'en doutais un peu, oui. Et je voulais poser la question. Et une dernière question. Pouvez-vous nous préciser, concernant le marché de fourniture et d'acheminement de gaz naturel, quelle est la décision 2017-107, la dernière. 107, d'accord. Donc, pouvez-vous nous préciser à quel montant est estimé le marché qui est mis à la disposition de l'UGAP? Bon, j'ai bien compris le rôle de l'UGAP. Et développer également, un peu plus précisément, quel est ce projet de fourniture de gaz? Quels bâtiments sont concernés, par exemple? Qui est-ce qui veut répondre à cette question? Il y a du gaz à la Calade, il y a du gaz dans la salle des fêtes, il y a la cuisine centrale, il va y avoir du gaz dans les prochains travaux à l'école des jardins, puisque l'école des jardins va changer la chaufferie. Je crois que la plupart de nos bâtiments, il y a du gaz aussi sur l'école de la Passerelle. La plupart des écoles fonctionnent au gaz. Donc, voilà. Donc par contre, je ne peux pas vous dire le montant parce que je ne le connais pas. Merci. Montant du marché total à une autre séance, parce que je pense que l'UGAP va travailler à partir de données. Oui, sachant que l'accord il est donné du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021. Donc c'est dans le cadre d'un appel d'offres global qu'a lancé l'UGAP, de façon à peser sur le marché lorsqu'il négocie, qu'il a sollicité des collectivités qui souhaitent, je dirais, adhérer à ce lancement de marché. Et c'est comme ça que nous nous sommes inscrits dans cette thématique. Mais sans qu'on ait un chiffre précis, immeuble par immeuble. Ce n'était pas l'objet de notre dossier là. Voilà. Très bien, donc nous passons au point numéro 1 de l'ordre du jour. Le premier rapport, décision modificative en termes de budget, numéro 3,
Donc Patrick, tu as la parole. Merci. Donc aujourd'hui, il est nécessaire d'apporter une dernière modification au budget 2017 afin de verser une subvention à l'opérateur Grand Delta Habitat pour le projet de logement situé à la Sauzette et dénommé le Port sur la Sorgue. En effet, par délibération du 13 octobre 2015, la commune a accordé à Grand Delta Habitat 2 subventions représentant un total de 70 000 € pour équilibrer cette opération de logements sociaux. Les délais de réalisation d'une telle opération étant variables, les crédits nécessaires n'avaient pas été réinscrits sur les budgets communaux suivants, donc après 2015. Aujourd'hui, cette opération est terminée et Grand Delta Habitat est en mesure de présenter les pièces justificatives nécessaires au versement des subventions qui avaient obtenu notre accord. La présente décision modificative a donc pour objet d'inscrire les crédits nécessaires au versement de celle-ci. Ces dépenses seront financées de façon un peu théorique par une augmentation du même montant de l'emprunt budgétaire. Donc vous avez un tableau qui vous présente d'un côté les dépenses d'investissement, subventions d'équipement pour 70 000 €, et de l'autre côté recettes d'investissement, l'emprunt qui augmente pour 70 000 €. Ces éléments sont repris dans la délibération et nécessitent l'approbation du conseil municipal. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, je vous en prie. Oui, au sujet de cette subvention de 70 000 €, elle était prévue depuis longtemps, puisque le projet est depuis longtemps a été décidé depuis longtemps, le fait de donner cette subvention à Grand Delta Habitat pour équilibrer son budget. Donc est-ce qu'on n'avait pas obligation de mettre cette somme à disposition à la première demande de Grand Delta Habitat et que ce soit inscrit dans chacun des budgets qui ont suivi la décision de l'attribution? Et justement, là est le problème, c'est la première demande de Grand Delta Habitat. Je peux même vous dire que, globalement, on les a suppliés de nous faire la demande qui est arrivée il y a 15 jours. Bon, parce que dans leur processus, et donc nous avons souhaité qu'elle soit vraiment en application sur l'exercice 2017. Bon, d'une part, il fallait que leur projet avance suffisamment, et ensuite, il fallait qu'ils la réclament. Et donc, ils l'ont réclamé il y a 15 jours. Voilà. Donc, on peut pas... Comme ils n'avaient pas effectué de demande, voilà. Mais globalement, c'est pas un problème, hein, puisqu'on le savait que c'était acté dans nos accords, et donc ça pose pas de difficulté particulière. Hein. Mais s'ils nous avaient demandé de la mettre en 2018 pour des raisons X, je ne sais pas lesquelles, peut-être qu'on l'aurait fait et on l'aurait pas inscrite en délibération modificative. Voilà. Donc je soumets, s'il n'y a pas d'autres questions, à votre délibération de modifier les crédits du budget principal, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, et tel que Patrick vient de l'exprimer. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc, merci. Le rapport suivant traite de l'adoption du rapport de la Commission locale d'évaluation du transfert des charges, baptisé CLET, qui est au sein de l'intercommunalité. Donc, ce dossier est amené par le fait du transfert de l'activité petite enfance, essentiellement. Donc, on a souhaité refaire un petit historique. On rappelle que nous avons déjà validé le 21 février dernier le transfert de compétences aménagement, entretien, gestion des aires d'accueil des gens du voyage, qui a été opérationnel au 1er janvier 2017, avec une évaluation provisoire du transfert et qui sera finalisée ensuite. Et puis, nous avons réalisé le transfert de la compétence protection et mise en valeur de l'environnement pour les actions d'intérêt communautaire, également au 1er janvier 2017. Donc, ces transferts-là ont eu pour incidence de faire diminuer notre dotation de la part de l'intercommunalité de 48 178 €.
et 88 000 pour l'Île-sur-Sorgue, puisque c'était les deux communes qui avaient des aires d'accueil des gens du voyage. Ensuite, notre conseil communautaire, le 21 septembre, et notre conseil municipal du 17 octobre ont adopté les nouveaux statuts de la communauté de communes, qui seront applicables au 1er janvier 2018. Donc nous avons rajouté la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, le fameux GEMAPI, et je pense que nous allons en entendre parler très prochainement. Et nous avons ajouté, au titre des compétences optionnelles, celle de la protection et mise en valeur de l'environnement relative aux actions d'intérêt communautaire autour de la Sorgue. Et puis nous avons ajouté une compétence qui est celle de l'action sociale d'intérêt communautaire, la petite enfance. Et nous avons donc supprimé comme compétence facultative, puisqu'elle est rentrée dans les obligatoires, la compétence de la Sorgue. Donc voilà ce qui a été mis, je dirais, au clair. Donc la CLET, la commission locale donc de l'intercommunalité, s'est réunie le 19 octobre et a étudié l'évaluation provisoire, et je vous expliquerai pourquoi provisoire, du transfert de la compétence petite enfance de la commune à l'intercommunalité. Donc on rappelle que cette compétence concerne les structures à Châteauneuf d'une crèche collective et d'un jardin d'enfants, sur l'Île-sur-la-Sorgue deux crèches collectives, les Névons et les Capucins, et d'une crèche familiale, ainsi que du relais des assistantes maternelles, le RAM. Et pour le Thor, le transfert de la crèche collective l'Arlequine et de la crèche familiale. Donc on rappelle que les charges qui sont transférées intégralement à l'intercommunalité concernent les dépenses directes, salaires, fluides, frais financiers et je dirais achats divers, les dépenses indirectes, administration générale, la paye, la comptabilité et la direction et des services fonctionnels, et puis des dépenses de renouvellement de l'équipement. De ces dépenses-là, qui sont transférées, sont déduites les ressources correspondantes qui concernent la participation des familles, la subvention de la caisse d'allocation familiale, les subventions d'investissement, la MSA et le fonds de récupération de TVA. Et donc, nous avons décidé, et donc ça donne un solde, et nous avons décidé de faire référence à la moyenne des 3 dernières années, 2015, 2016 et 2017, pour calculer le montant d'affectation et donc de réduction de notre dotation. Et c'est la raison pour laquelle la CLET est provisoire, puisque on parle de l'année 2017, qui sera clôturée que dans 1 mois et demi. Et donc ce n'est qu'après la clôture de l'année 2017 que l'on fera un calcul définitif de la charge exacte qui est transférée à l'intercommunalité. Au travers des estimations que nous avons de l'année 2015 et 2016 et de l'estimation 2017, notre coût global, qui va être donc déduit de la dotation, pour la commune du Thor est de 137 615, 541 656 pour l'Île-sur-la-Sorgue et 151 599 pour Châteauneuf-de-Galagne. Donc, quand vous voyez ces chiffres, en comparatif, vous voyez tout de suite que la commune du Thor, en termes de gestion des coûts de sa crèche, les a optimisés, et notamment avec un taux d'occupation qui est un taux tout à fait significatif. Donc, la CLET a validé, je dirais, ces éléments-là. Ça a été soumis au conseil communautaire qui l'a voté récemment. Voilà. Et donc maintenant, il faut que chacun des conseils municipaux des communes concernées, Châteauneuf, Lille et le Thor, le vote également en l'état. Y a-t-il des questions avant que nous passions au vote? Oui, monsieur Ripoll, je vous en prie. Concernant le transfert des compétences, il en a été discuté préalablement en conseil municipal, en conseil communautaire aussi, puisque je suis conseiller communautaire. Et personnellement, je suis d'accord avec le transfert de ces compétences, y compris le choix qui a été fait sur le transfert de la compétence petite enfance. Mais
j'ai quand même parce que là on est dans des transferts budgétaires, on est dans un langage un peu froid, mais j'ai quand même à l'esprit aussi l'inquiétude que pourraient avoir les personnels concernés. Donc ma question concerne les agents des crèches. Qu'est-ce qu'il est prévu pour ces personnes? Est-ce qu'il y a des réunions d'information qui ont déjà été mises en œuvre? Est-ce qu'elles auront lieu? Voilà, on peut supposer que certaines personnes apprenant directement ou indirectement ces changements d'employeur puissent être inquiets. Bon, il n'y a peut-être pas de gros motifs à être inquiet, mais voilà. Comment vous accompagnez ce transfert budgétaire? Comment vous l'accompagnez pour le transfert du personnel qui est à venir? Voilà. Alors, première des choses, c'est que ça fait plus d'1 an que nous travaillons sur ce dossier. Et donc, il avait été abordé d'ailleurs en conseil municipal. Aucun des agents de la crèche ne l'a appris par hasard. C'est une information qui a été donnée dans une première réunion qui a eu lieu dans le fin du dernier trimestre 2016. Et depuis, il y a eu au moins 3 réunions, soit à la communauté de communes, soit sur place à la crèche. La dernière a eu lieu il y a une quinzaine de jours. Bon, nous avons un élu qui est référent pour, je dirais, ce comité de pilotage, c'est Madame Biel, première adjointe. Et donc, il n'y a absolument aucune surprise pour les agents qui, d'une façon générale, sont satisfaits de cette organisation. Les interrogations qu'ils avaient, c'était essentiellement dû à la possibilité ou non de les muter d'une crèche à l'autre. Et là-dessus, ils ont été complètement rassurés. Et donc, tous les agents de la crèche seront transférés avec leur accord, et sans aucune contrainte, je dirais, aucune obligation. Donc, vos inquiétudes peuvent être complètement levées, Monsieur Ripoll. Voilà. Mais il me semble qu'un conseil municipal, j'avais déjà donné ces informations, hein, donc c'est pas un élément nouveau, puisque ça fait 1 an qu'on travaille sur ce transfert et cette communication. Voilà, donc je soumets à votre délibération, s'il n'y a pas d'autres questions, le besoin de modifier de façon définitive les attributions de compétences suite au transfert des compétences intervenues au 1er janvier 2017 et de les modifier de façon provisoire, comme je l'ai dit, suite au transfert des compétences qui interviendront au 1er janvier 2018. Donc je vous demande d'approuver le rapport de la Commission locale d'évaluation des transferts de charges, datant du 19 octobre 2017 et qui est joint, et de m'autoriser à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Le rapport suivant traite de l'acquisition de parcelles cadastrées section 577, 16 et 831 au lieu dit Montagne de Touzon. Christian, tu as la parole. Merci. Bonsoir. La SAFER a informé récemment la commune de la mise en vente de 2 parcelles situées sur le flanc ouest de la colline de Touzon. Ces biens appartiennent à la SARL La Transac, domiciliée 218 rue de Rome à Vedène. Ces terrains cadastrés, section B, numéro 576 et 831, représentent des superficies respectives de 1840 et 7120 m². La parcelle 831 est attenante à 2 terrains communaux, dont celui qui est en cours d'acquisition auprès de la Ligue nationale contre le cancer. Compte tenu de cette situation, M. Abdelkader Boujadi, gérant de cette société, a été reçu en mairie pour solliciter l'acquisition de ces biens. Par courrier en date du 19 octobre dernier, le représentant du propriétaire a accepté de vendre à la commune ces 2 terrains au prix de 1 € le mètre carré, soit une somme globale de 8 960 €. Il est rappelé que cette partie de la colline présente un intérêt faunistique et floristique. Ces terrains sont classés en zone NF2 au plan au PLU. Ce classement concerne les espaces naturels qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites,
des milieux naturels et des paysages. En outre, ce secteur est soumis au risque feu de forêt, aléas forts. Pour officialiser cette opération, il est proposé que l'acte de vente soit préparé par l'Office notarial de Maître Célia Magnan Autor, en collaboration avec l'Office notarial des maîtres Carbonnier, Rougier et Avy à Orgon, notaire du vendeur. Il est rappelé que les frais inhérents seront pris en charge par la commune. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette acquisition et autorise monsieur le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer l'ensemble des pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agouguet, j'en prie. Alors, je profite qu'on parle de la colline de Touzon pour rappeler que lors d'un précédent conseil municipal, à notre inquiétude relative à la disparition de plusieurs réservoirs de biodiversité, et donc celui du Thor, vous répondiez qu'à votre connaissance, à part la colline de Touzon, il n'y avait pas d'autres réservoirs qui auraient été impactés, supprimés, plutôt dans le cadre du nouveau SCOT. Alors aussi, nous attirons votre attention sur le fait que ce n'est pas la colline de Touzon seulement qui fait les frais de cette disparition, mais aussi la colline Saint-Jacques sur Cavaillon et le nord de l'île-sur-Sorgue, une partie aussi à l'est d'Opède et certains corridors écologiques également. Alors aussi, nous souhaitions faire part aux membres de ce Conseil de notre inquiétude concernant les dérives de ce SCOT, qui semble ne répondre qu'à minima aux grands défis de notre siècle en matière de transition écologique et climatique. Et j'aurais aimé demander l'avis aussi à Estelle Schneider, qui s'occupe de l'environnement dans votre équipe. J'aurais aimé savoir son sentiment à ce sujet également. Mais bon, elle n'est pas là. Bon, alors, je vous avoue que notre compétence ne va pas jusqu'à Cavaillon, à colline Saint-Jacques, ni bon. Voilà, alors, néanmoins, on peut attirer l'attention des gens du SCOT et notamment des élus qui participent au SCOT sur ce point-là. Mais ce qu'on vous avait dit en ce qui concerne la requalification de corridors biodiversité sur la colline de Touzon, ceci a été fait et a été rectifié dans le nouveau SCOT, enfin le nouveau SCOT qui a été révisé à notre demande. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Bon, pour ce qui concerne Cavaillon, l'île, je ne sais pas si c'était une demande des maires ou des conseils municipaux des autres communes, je n'en sais rien. Bon, on est un peu loin de cette délibération. Avez-vous des questions sur cet achat de terrain? Non, pas de questions. Donc je vous propose de délibérer et donc de décider d'acquérir les parcelles cadastrées B 576 et 831, lieu dit Montagne de Touzon, d'une superficie de 1840 et 7120 mètres carrés, auprès de la SARL La Transac, pour le montant respectif de 1840 et 7120 €, soit un total de 8960. Deuxièmement, de charger l'étude notariale de Maître Célia Magnan, domicilié au Thor, en collaboration avec l'étude Carbonnier, Rougier et Avy, domicilié à Orgon, dit que la commune prend en charge les frais liés à cette acquisition et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents pour cette opération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. Nous avons maintenant un rapport qui traite du renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres. Donc vous savez que notre conseil municipal a organisé une commission d'appel d'offres et suite aux démissions de Michel Herrero d'une part et du suppléant Jacques Olivier, notre commission d'appel d'offres ne peut plus se tenir. Donc il convient que nous réalisions de nouveau un vote, et un vote complet, je dirais, de la commission d'appel d'offres, sachant que la proportionnelle est appliquée. Donc il y a 5 sièges à pourvoir, 5 sièges à pourvoir en tout. Donc nous avons 2 listes qui ont candidaté, une première pour agir pour le Thor, donc Stéphane Mathieu, Christian Royer, Lionel Gomez, Estelle Schneider et Christiane David Mathieu, c'est-à-dire les mêmes qui étaient dans la commission d'appel d'offres que l'on doit renouveler. Et en suppléant, Florence Andrzejewski,
Roland Tavernari, Thierry Blanès, Jean-François Leclerc et Jacques Nicolas, les mêmes suppléants qui étaient dans la précédente commission. Pour la liste dynamique et solidaire, titulaire candidat Bruno Ripoll, Véronique Agoguet-Fernaillon et suppléant Neza El Amlili et Pierre Clerc. Donc, il faut, alors je vous poserai des questions si vous avez des questions à poser, mais il faut que nous réalisions cette opération par bulletin secret. C'est comme ça, c'est la loi. Bon. Donc, nous allons désigner 2 assesseurs qui vont porter l'urne. C'est toi, mon Eliane et Hélène. Nous allons, Sénada va vous donner les bulletins et donc il faudra procéder, je dirais, au vote. Alors, il faut des assesseurs pour dépouiller. C'est les 2, voilà. Elles font également office d'assesseurs. Avez-vous des questions avant qu'on procède au vote? Oui, oui, je vous en prie, allez-y. Non, on met un nom ou une liste? Comment? On met une liste complète, avec les titulaires et les suppléants, alors. Le nom de la liste. Ceux qui ont des procurations le disent au moment où on passe l'urne et votent avec 2 bulletins, bien sûr. Très bien. Pas de contestation. Donc, en raison de la proportionnelle, donc 4 membres sont élus pour la liste Agir pour le tort. Stéphane Mathieu, Christian Royer, Lionel Gomez et Estelle Schneider en tant que titulaires, et 1 membre pour la liste Dynamique et solidaire, Bruno Ripoll. Et en ce qui concerne les suppléants, 4 membres pour Agir pour le tort, Florence Andrzejewski, Roland Tavernari, Thierry Blanès, Jean-François Leclerc. Et 1 membre suppléant pour Dynamique et solidaire, El Amlili Neza. Voilà. Alors, j'en profite pour vous donner l'information que la première réunion de cette commission qui va traiter du dossier des assurances pour les 4 ans qui viennent se réunit le jeudi 30 à 9h. Donc ça veut dire entre M. Ripoll et voilà, le titulaire et les suppléants, et pareil dans la liste Agir pour le tort, entre les suppléants. Il faut vous organiser de façon à pouvoir être présent et que la commission se réunisse au complet. Ah oui, on me demande si tout le monde accepte de recevoir la convocation à la réunion par mail. Il n'y a pas de problème particulier. Donc Bruno Ripoll, titulaire, oui. Madame El Amlili, oui. Bon, les autres, pas de difficulté. Ok, très bien. Donc je vous remercie et donc nous avons notre commission qui est en place. Le point suivant traite de la désignation des assesseurs, des administrateurs pour représenter la commune du Thor au sein du GIP. Donc vous savez que nous avons créé un groupement d'intérêt public qui a été validé par la préfecture récemment et nous avons donc décidé de créer concrètement ce groupement d'intérêt public en partenariat avec l'EHPAD au 1er janvier 2017. Donc 2018. Donc ce groupement d'intérêt public va être présidé par un conseil d'administration qui élira un président avec la mission de définir la politique générale du groupement, d'approuver le budget prévisionnel et de fixer les participations respectives des membres, communes et EHPAD, d'approuver le règlement intérieur du GIP et d'autoriser notamment la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords cadres dont le montant estimé du besoin est supérieur à 10 000 €. Et bien sûr, de participer et d'entériner le recrutement du personnel qui sera propre au GIP. Donc le conseil d'administration de l'EHPAD a désigné ses représentants et il faut que notre conseil municipal les désigne. Donc une liste est proposée, donc Patrick Gué, Florence Lecomte, Marie-Hélène Biel et le maire, puisque c'est le maire qui, de droit dans les statuts, est le président de ce GIP. Donc avez-vous des questions? Oui, je vous en prie.
Oui, on voulait savoir qui représente les pensionnaires de l'EHPAD. Alors, au sein du conseil d'administration, il y a une association qui s'appelle, Marie-Hélène, les Cigales et les Fourmis, puis une association qui représente les bénéficiaires, enfin les pensionnaires. Et donc, alors le petit problème, c'est que la personne qui les représente, malheureusement, est malade et conseil de la vie sociale, voilà. Malade et a priori sans pouvoir revenir, bon, très vite. Et donc il y a un suppléant, mais qui hésitait à pouvoir s'engager, mais on lui a demandé quand même de bien vouloir représenter les pensionnaires, au moins pour le démarrage du GIP. Le temps qu'il désigne peut-être un suppléant qui prendra, mais nous y sommes attentifs. Ça a été vu lors du dernier conseil d'administration de l'EHPAD. Très bien. Donc, je vous demande de bien vouloir en délibérer et donc d'approuver la désignation des administrateurs du GIP Cuisine Centrale du Thor. Donc, Patrick Gay, Florence Lecomte, Marie-Hélène Biel et Yves Baillon de Noyer. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? 3 abstentions. Merci. Donc, le point suivant, c'est la location d'une partie de l'immeuble cadastré, section AC. Ah, marche en arrière, d'accord. Alors, vous abstenez? D'accord. Donc, 4 abstentions adoptées à la majorité. Le point suivant, donc, c'est la location d'un local communal à la Poste. Et donc, Florence Andrzejewski a la parole. Merci. Bonsoir. Dans le cadre de la réorganisation du centre-ville, la commune a acquis en octobre 2015 l'immeuble cadastré section AC 222 aux 3 et 7 places du marché. Ce bâtiment abritait au rez-de-chaussée la banque Chex. Le programme de réhabilitation de cet immeuble prévoit l'aménagement au rez-de-chaussée d'un nouveau bureau de poste d'une superficie utile de 101 m² et du bureau administratif à usage communal à l'étage. Les travaux ont débuté au cours de l'été 2017 et doivent s'achever au printemps 2018. Les sociétés Locapost et Postimo, dont les sièges sociaux sont à Paris, boulevard Brune, nous ont transmis un projet de bail commercial avec la commune à compter de la livraison de ces nouveaux locaux. Les caractéristiques principales de ce contrat sont les suivantes. Le régime juridique est celui de l'article L145-1 et suivant du Code du commerce et du décret 53-960 du 30 septembre 1953. La durée est de 9 ans, faculté de résiliation du preneur à l'expiration de chacune des périodes triennales, moyennant un préavis d'au moins 6 mois avant l'expiration du délai de la période triennale en cours. Et le loyer est fixé à 11 500 € par an, hors charge, révisable annuellement selon l'indexation en référence à l'indice trimestriel des loyers commerciaux, l'ILC, publié par l'INSEE. La date de prise d'effet, bon, bien sûr, elle ne peut pas être fixée à une date précise, mais elle est estimée à la date de livraison des locaux, soit au printemps 2018. À titre d'information, les bureaux actuels occupés par la Poste appartiennent à la communauté et font l'objet d'une location à ces organismes depuis de nombreuses années. Compte tenu des délais de validation de ce projet de bail par l'ensemble des instances du preneur, il convient que le conseil municipal se prononce dès à présent sur cette question et autorise monsieur le maire à signer l'ensemble des pièces nécessaires à cette opération. À cet effet, vous trouverez une copie du projet de contrat en annexe et je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, madame Amlili. Juste pour information, à titre de comparaison, actuellement, ils payent combien pour la location des locaux de poste, de la Poste? 9. Alors, Florence va pouvoir répondre précisément. Un tout petit peu plus de 9 000 €. Pour une surface qui est légèrement supérieure. Qui est largement supérieure, pas légèrement. Largement supérieure à celle qu'ils vont avoir. Ils ont 135 m² actuellement, et puis là, ils descendent, voilà, ils perdent quand même une superficie importante. Néanmoins, la réorganisation de l'aménagement des locaux à l'intérieur leur permet quand même d'être beaucoup plus fonctionnels que ce qu'ils ont actuellement. Oui. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose donc d'en délibérer, de décider de louer aux sociétés Locapost et Poste Immo, domicilié 111 boulevard Brune à Paris, un local communal
au rez-de-chaussée d'un immeuble cadastré section AC 222, 3 places du marché. Dit que cette location est consentie pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 11 500 €, révisable annuellement. Dit que le contrat de bail commercial prendra effet au printemps 2018 à la livraison des locaux et de m'autoriser à signer les documents nécessaires. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, approuvé à l'unanimité. Le rapport suivant traite de la convention carte temps libre. Chaque année, nous le votons avec la Caisse d'allocation familiale de Vaucluse. Stéphane, tu as la parole. Merci. Oui, merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc alors, la commune, la Caisse d'allocation familiale et la Mutualité sociale agricole de Vaucluse ont mis en place depuis plus de 10 ans un dispositif permettant aux allocataires de ces caisses de bénéficier en fonction de leurs revenus de moyens de paiement appelés chèque loisir. Sur la commune du Tortes, la gestion est déléguée au CCAS depuis le 1er janvier 2006. La CAF a établi un bilan en 2014 et a souhaité en simplifier les modalités de gestion tout en conservant les conditions d'attribution ainsi que d'enveloppe attribuées à ce dispositif. Les chèques loisirs ont été remplacés par la carte temps libre et la mutuelle sociale agricole s'est retirée de ce dispositif. L'objectif reste le même, permettre aux familles bénéficiaires de conditions sociales modestes d'accéder à l'offre de loisirs de proximité sur la commune portée par des structures habilitées par la direction départementale de la cohésion sociale ou dont les interventions sont reconnues localement. La carte est utilisable toute l'année pour financer tout ou partie d'activités sportives, culturelles ou sociales ayant reçu une labellisation. Les organismes labellisés sont les services municipaux, l'espace jeunesse et l'accueil collectif de mineurs, le Bourdis, mais aussi les associations comme l'UST ou la batterie fanfare ou encore des organismes publics comme l'école départementale de musique et de danse. La carte temps libre s'adresse aux enfants de plus de 3 ans et aux jeunes de moins de 18 ans. Elle se présente sous la forme d'une carte divisée en 3 parties. Première partie, montant global dont la famille peut bénéficier. Deuxième partie, les coordonnées de la famille et les enfants et le numéro CAF. Et la troisième partie, espace de validation réservé aux structures permettant d'indiquer le montant utilisé. La valeur de la carte varie de 72 à 136 € par enfant en fonction du quotient familial. Chaque carte est financée à part égale par la commune et par la CAF pour les allocataires du régime général. En 2017, le dispositif a concerné 5 structures d'accueil, l'école de musique, le club de basket, l'UST toujours, l'USP Kung Fu, Tuelam et le Bourdis, pour un montant pris en charge par le CCAS de 1 672,10 €. La convention proposée aujourd'hui vise à poursuivre ce dispositif pour l'année 2018. Donc l'article 5 de la convention que je vous propose de signer avec la CAF précise que la carte temps libre est financée à part égale par la CAF et la commune. Un avenant annuel précise les engagements financiers. Pour 2018, l'enveloppe globale est de 3 600 € et la participation annuelle de la commune se montera à 1 800 € selon le tableau présenté ci-après. Je vous propose également que le CCAS reste gestionnaire du dispositif. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose d'approuver la convention carte temps libre proposée par la CAF de Vaucluse pour l'année 2018, ainsi que l'avenant correspondant, d'autoriser le maire à signer la convention dite carte temps libre avec la CAF de Vaucluse et de confirmer la gestion du dispositif par le Centre communal d'action sociale. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, je vous remercie. Je voulais juste préciser que la semaine dernière, nous avons fait le point annuel avec la CAF, qui concerne bien évidemment les activités petite enfance, mais aussi toutes les activités qui viennent d'être listées, et que notre interlocuteur de la CAF nous a dit que nous étions la commune qui avait le taux de participation de la CAF le plus élevé, puisqu'il est de 62%, et que la moyenne du Vaucluse est inférieure à 50%. Et ça, c'est dû à l'application de critères que met en place la CAF, et que notre commune respecte de façon, je dirais, assez rigoureuse en ce qui concerne la dynamique, le nombre d'enfants, le taux d'occupation, etc. Et donc c'est au bénéfice de notre commune, puisque la CAF participe de façon très majoritaire à 62%. Voilà, je tenais à en informer le Conseil. Merci. Le point suivant, c'est l'accueil collectif de mineurs au Bourdis, avec la création de postes supplémentaires pour les mercredis. Marie-Hélène Biel, tu as la parole. Merci. Chaque année, il est nécessaire de créer les postes qui seront à pourvoir afin de permettre l'accueil des enfants à la CM Le Bourdis et à l'espace jeunesse Cityview pendant les vacances scolaires et les mercredis de l'année à venir. Ainsi, concernant la CM Le Bourdis, la délibération du 13 décembre 2016 fixait à 3 le nombre de postes d'animateurs non titulaires assurant l'accueil des enfants chaque mercredi pour l'année 2017.
Depuis le mois de septembre 2017 et la suppression des TAP, le centre accueille les enfants non plus sur la seule après-midi, mais sur la journée complète. De plus, les inscriptions étant en constante augmentation, la capacité de la structure du Bourdis a été portée à 100 enfants. Dans le même temps, les taux d'encadrement qui avaient été assouplis dans le cadre des TAP ont été ramenés à ce qu'ils étaient initialement, à savoir un animateur pour 8 enfants de niveau maternel au lieu de 14, un animateur pour 12 enfants de niveau élémentaire au lieu de 18. Il est donc nécessaire, afin d'accueillir les jeunes taurois en toute sécurité et dans le respect de la réglementation, d'augmenter sur la fin de l'année 2017 le nombre de postes d'animateurs non titulaires intervenant le mercredi sur cette structure. La présente délibération a donc pour objectif de proposer la création de 7 postes d'animateurs ou d'aide-animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdis, au lieu des 3 initialement prévus par la délibération de 2016. Le mode de rémunération fixé en fonction du diplôme des personnes recrutées. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, donc je vous propose de voter, de décider la création de postes d'animateurs non titulaires afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité, de déterminer le nombre de postes à créer de la façon suivante: renfort occasionnel au personnel de l'ACM Le Bourdis pour assurer l'encadrement des enfants lors des activités des mercredis, avec 7 postes d'animateurs ou d'aide-animateurs non titulaires. C'est par rapport à un nombre total d'enfants. Et troisièmement, de fixer la rémunération de ces agents selon, je dirais, leur diplôme et leur qualification. Je ne vais pas tout énumérer puisque ça sera un peu abscon, mais ça permet de donner un cadre et que le recrutement soit fait dans ce cadre-là. Et bien sûr, dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice 2017. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, approuvé à l'unanimité. Le dernier rapport traite de la modification du règlement intérieur de la structure du Bourdis, puisque les modifications, notamment liées au TAP, ont amené un certain nombre de changements du règlement intérieur. Madame Biel, vous avez la parole. Donc, on reparle du Bourdis et bien évidemment de son règlement intérieur qui va être modifié. Alors, le dernier avait été adopté en 2000 et puis ensuite modifié en 2014 et 2016, notamment à la suite de la réforme des rythmes scolaires. Après concertation avec les différentes instances concernées et l'accord du ministre de l'Éducation nationale autorisant à déroger à l'organisation de la semaine scolaire de 4,5 jours, la commune a souhaité revenir à la semaine de 4 jours, puisque vous le savez, à compter de la rentrée 2017-2018. Donc, la CM Le Bourdis a réajusté ses plages d'horaire d'accueil des enfants pour proposer un accueil à la journée complète ou demi-journée pour les mercredis. La suppression des TAP, on vous l'a dit tout à l'heure, a également eu des répercussions dans les modalités d'encadrement des enfants. Par ailleurs, le centre s'est doté d'un nouveau logiciel de gestion assurant une plus grande souplesse dans la gestion des inscriptions, ce que les parents apprécient particulièrement. Toutes ces évolutions ont nécessité de revoir le contenu du règlement intérieur. Les modifications ou rajouts portent sur les éléments suivants. Alors, les modalités d'inscription pour les mercredis, 3 modalités d'inscription possibles, soit la journée entière comprenant le repas de midi et les différentes collations, soit la matinée comprenant le repas de midi et la collation du matin, soit l'après-midi sans le repas du midi et comprenant la collation de l'après-midi. Les dossiers d'adhésion sont disponibles en mairie, au Bourdis, bien sûr, ou sur le site de la commune. Il est également indiqué que les inscriptions sont réalisables via le portail famille sur le site de la ville. D'ailleurs, on demande beaucoup aux parents d'utiliser le site parce que c'est quand même plus facile. Les 2 modes d'inscription se font uniquement pendant les dates fixées par la structure du Bourdis. Pour les mercredis, la période d'inscription est établie 1 mois minimum avant la rentrée des classes. Les enfants sont inscrits pour l'année scolaire en cours.
Deuxièmement, pour les horaires d'accueil et de départ, les mercredis en accueil journée et durant les vacances scolaires, l'arrivée des enfants a lieu de 7h30 à 9h30 et le départ de 16h30 à 18h. Les mercredis en demi-journée avec repas, arrivée de 7h30 à 9h30 et départ des enfants entre 13h30 et 14h. Les mercredis en après-midi, arrivée entre 13h30 et 14h, départ entre 16h30 et 18h. Ensuite, concernant les absences, le petit déjeuner est proposé aux enfants jusqu'à 9h et non plus 8h30. Concernant l'encadrement, suite à la suppression des TAP, l'équipe d'encadrement est composée dans le respect de la réglementation des DCS, à savoir, pour les vacances et les mercredis, un animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans, un animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans. Par contre, pour le périscolaire, on reste à un animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans et un animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Je précise que les modifications du règlement intérieur ont été inscrites en rouge dans le document pour en faciliter la lecture. Y a-t-il des questions ? Oui, Madame Agoguet, je vous en prie. Micro. Je vais en prendre 15, ça ira. Je voulais juste savoir, au chapitre 11, le repas, enfin, paragraphe 11, au sujet du repas, il y a une structure municipale, éveil et curiosité, qui anime, qui s'occupe de faire déjeuner les enfants. Qu'est-ce que c'est que cette structure ? Je crois pas en avoir entendu parler. Sujet des repas. La structure municipale, c'est les encadrants du Bourdis. Hein. Donc, dans le cadre de leurs objectifs pédagogiques, éveil et curiosité, c'est ce qui est porté, si vous voulez, par la structure, le goût, les couleurs, la diététique, etc. quoi. Donc, la structure municipale, c'est les encadrants du Bourdis, quoi. C'est un terme très pompeux pour désigner des animateurs. Il n'y a pas d'association. Non. Voilà. Monsieur Ripoll, allez-y. Courage. Merci bien. Oui, je voulais tout d'abord vous remercier d'avoir mis effectivement les modifications en rouge. Ça nous aide bien pour détecter les modifications ou les ajouts dans le règlement. Il y a pas mal de bonnes idées. Je trouve que c'est très bien d'avoir reculé la possibilité de prendre un petit déjeuner jusqu'à 9h pour les enfants. Voilà. Non, je voulais avoir une information d'ordre général, puisque j'ai perdu un petit peu le contact avec cette structure. Est-ce que les taux de fréquentation du Bourdis sont toujours aussi bons et réguliers ? Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme difficulté, par exemple le mercredi ? Est-ce que ça... Ils sont même, on dirait, trop bons, puisqu'on arrive à un maximum. On a des enfants, on a 90 enfants sur le centre le mercredi. Et donc c'est pour ça qu'il est, on demande aux parents de faire les inscriptions parce que les premiers arrivés sont les premiers inscrits. Et donc pour qu'il n'y ait pas de personnes sur le quai, on demande aux parents de venir parce que effectivement on a beaucoup d'enfants. Alors, c'était déjà bien fourni avant, hein. Très bien. Donc je soumets à votre délibération le vote de la modification du règlement intérieur de l'accueil collectif des mineurs Le Bourdis et de fixer l'application de ce règlement à compter du 1er décembre prochain. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Notre conseil municipal est terminé. Je voulais vous rappeler que le prochain, c'est le 19 décembre et je vous donne les dates des conseils municipaux de le premier semestre 2018, de façon à vous faciliter l'agenda, hein, que M. Gomez, vous puissiez participer à tous les conseils que vous allez mettre dans votre agenda. Donc janvier, le 30 janvier, février, le 27 février, mars, le 27 mars, avril, le 24 avril, mai, le 22 mai, et juin, le 26 juin. Voilà.
Et donc nous verrons. C'est un mardi, bien sûr. Hein. Ça reste un mardi. Vous l'avez affiché là, derrière. Alors juillet, on verra. Parce que si c'est très chaud, peut-être qu'on n'en fera pas. Très chaud dans la relation entre l'opposition et la majorité. Hein. Je ne parle pas du climat qui n'a aucune incidence sur... Non, c'est une boutade. Je ne sais pas si vous voulez, parce que c'est 26 juin. On ne peut pas en faire un avant le 14 juillet, sinon c'est très tôt. Et puis après, le 14 juillet, certains sont en vacances. Donc on décidera ensemble en fonction des programmes, des nécessités. Quoi. Voilà. Oui. Alors, le 30 janvier, le 27 février, 27 mars, 24 avril, 22 mai et 26 juin. Le tout étant 2018, monsieur l'adjoint aux finances. Voilà. Merci à chacun et de passer une bonne soirée.